Le sujet du topo, c'est les actions d'épidémiosurveillance. On en a entendu déjà un petit peu parler ce matin dans les interventions de Bruno Ferreira et puis dans la présentation des travaux de l'UMT par Yves. Parce qu'en fait, ces actions d'épidémiosurveillance, c'est la base en fait, de tout le raisonnement de la lutte et aussi de tout le raisonnement de la prévention et de la prophylaxie. Donc c'est un pilier qui est extrêmement important et sur lequel on porte un effort quand même relativement soutenu. Donc l'idée, plus que de faire un catalogue de types d'actions, c'est plus peut-être de présenter une sorte de démarche autour de ce qu'on peut faire en matière d'épidémiosurveillance et ce qu'on peut faire avec l'épidémiosurveillance. Donc d'abord, peut-être une petite définition. L'épidémiosurveillance, littéralement, c'est la surveillance des épidémies. Donc c'est un suivi dans l'état sanitaire des territoires, à la fois sous l'angle du suivi des pressions parasitaires, c'est-à-dire de la quantité de maladies qu'on a à un moment donné ou au cours d'une saison sur une culture donnée, mais aussi en termes de suivi des émergences. Et c'est tout aussi important, puisque vous savez qu'on est actuellement dans une période où changement climatique et mondialisation obligent, on a de plus en plus de nouveaux parasites qui viennent s'introduire dans nos productions. Par extension, en fait, à cette définition littéraire, il y a ce qu'on peut appeler de l'épidémiosurveillance augmentée. C'était un titre, en tout cas, qui avait été retenu dans le dernier programme PPR, et qui concerne en fait le suivi et un typage des parasites dont on suit la progression et la distribution sur le territoire. Donc suivi des compositions des populations et des cortèges parasitaires, et aussi l'analyse de leurs mouvements. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour anticiper certaines méthodes de lutte, par exemple des dispositifs de quarantaine ou des dispositifs de réglementation des interventions obligatoires. Donc vous comprenez que c'est un élément clé en épidémiosurveillance, de la surveillance biologique du territoire, qui regroupe par ailleurs d'autres dimensions. Alors à quoi ça sert ? Ça sert, de mon point de vue, à trois grandes finalités. La première, c'est une finalité réglementaire. Donc Bruno Ferreira nous a parlé du nouveau règlement en matière de santé végétale et dans la classification des parasites. Donc il y a des parasites réglementés de quarantaine, enfin je vous passe les détails. Et en fait, ces parasites sont ceux pour lesquels le législateur introduit des méthodes de lutte obligatoires, ou des mesures de lutte obligatoires. Et donc, l'épidémiosurveillance, dans ce cadre-là, ça sert à prévenir l'introduction ou le développement sur les territoires de parasites qui sont fortement nuisibles, puisque c'est comme ça qu'ont été choisis les parasites réglementés. Vous avez tous entendu parler de Xylella, je suppose, hein, la bactérie tueuse des oliviers qui décime les productions d'oliviers méditerranéennes. Dans un cadre plus proche de la pomme de terre, il y a une action qui a été menée dans le cadre du projet Canizo autour de la bactérie responsable du zebrachip. Donc là, l'idée, c'était d'anticiper. Une deuxième, quand on a un peu raté cette marche-là, ou quand on est face à des parasites qui sont déjà bien établis sur le territoire, on peut s'intéresser en fait à l'état sanitaire du territoire et à veiller à ce que cet état sanitaire reste aussi bon que possible. Donc vous aurez un exemple tout à l'heure avec l'intervention d'Anne-Claire sur ce qu'on peut faire par exemple dans le cas des nématodes de la pomme de terre. Et puis, on peut avoir aussi, donc, au-delà de cet aspect purement réglementaire, une deuxième dimension, c'est une évaluation du risque épidémique. Là aussi, vous aurez un topo sur les topins un petit peu plus tard pour vous montrer comment on peut utiliser ces données de surveillance pour prévoir le risque. Et puis, on peut aussi s'en servir pour faire ce que j'ai appris tout à l'heure dans l'épidémiosurveillance augmentée, c'est-à-dire du typage de populations de pathogènes, pour orienter le déploiement des méthodes de lutte. Et je vous donnerai un petit exemple à la fin de cet exposé. Alors,
pour faire tout ça, de quoi on a besoin? On a besoin d'abord d'outils de diagnostic. Il faut qu'on sache reconnaître ce qu'on essaye de tracer. Et donc, c'est des outils d'identification et d'identification et de diagnostic des différents parasites qui peuvent se faire soit directement par l'image, hein, c'est par exemple ce qui avait été développé dans l'application Diagnopod que vous pouvez retrouver sur Ifitia, qui avait été développé en lien avec l'UMT Innoplan 1. Ça peut être des outils sérologiques, ça peut être des outils moléculaires. L'important, c'est d'être sûr de ce qu'on suit et d'avoir une identification correcte des parasites qu'on essaye de tracer. Deuxième chose qui est nécessaire, c'est pour faire la surveillance, il faut un réseau d'observation. Et un réseau d'observation qui peut être aussi un réseau de prélèvement. Donc ça suppose un maillage relativement serré des territoires, et ça suppose une organisation dans la collecte des informations, mais aussi des échantillons qui peuvent être ensuite éventuellement analysés pour confirmation de la présence des parasites recherchés. Il faut aussi des moyens et des méthodes d'analyse des données. Parce que ce n'est pas tout de recueillir des données sur la présence ou l'absence de parasites. Si on n'en fait rien, on n'en tire pas grand-chose. Et donc, ça veut dire que derrière, et Yves en parlait aussi tout à l'heure, on se retrouve assez rapidement avec des jeux de données relativement importants, parfois hétérogènes, pas toujours comment on dit, compatibles entre eux. Et donc, il y a tout un enjeu autour du traitement et de l'analyse de ces données qui est relativement important. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, cette information, en fait, elle est destinée à servir, et donc elle est destinée à être diffusée. Et donc, il faut des canaux de diffusion. Le plus connu, c'est le BSV, le bulletin de santé du végétal, mais il y a aussi des articles dans la presse scientifique ou professionnelle. Il y a tous les moyens pour faire passer l'information auprès des gens qui peuvent s'en servir sont importants. Donc vous voyez qu'en fait, une action d'épidémiosurveillance, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais tout seul. C'est des réseaux d'acteurs et c'est des coordinations de compétences. Alors on parlait des acteurs, donc il y a les gens qui vont faire les observations et prélèvements sur le terrain. Il y a les gens qui bossent dans les labos pour vérifier, identifier les parasites importants. Il y a les matheux derrière qui mettent tout ça en équation et qui font éventuellement des modèles de prédiction ou d'évaluation du risque. Et puis il y a les utilisateurs à la fin, qui sont les destinataires en fait, de l'information qui peut être diffusée via les différents canaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, Bruno Ferreira a évoqué la plateforme d'épidémiosurveillance en santé végétale. Ils font évidemment partie du dispositif, mais ils n'ont pas la capacité à traiter l'ensemble des parasites dans l'ensemble des cultures. Et donc, ils ne peuvent pas tout faire à eux tout seuls, sinon ce serait eux qui le feraient. Et donc, on est bien obligé d'en prendre une partie à notre charge. Alors, quelques résultats concrets de ce que ça peut donner. Alors, on va commencer par le cas des émergences. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas du ZebraChip. C'est ce que j'ai appris dans l'épidémiosurveillance préventive. En fait, le parasite n'était pas identifié en France et le but du dispositif dans le projet Caniso, c'était de s'assurer qu'il n'en était effectivement pas. Donc en fait, il y a eu un suivi dans des parcelles de pommes de terre pour vérifier l'absence du parasite, l'absence de ces vecteurs aussi, puisque c'est une bactérie qui est transmise par insectes, et aussi l'absence de possibilité de transmission, puisqu'en fait, dans la bactérie Candidatus liberibacter solanacearum, en fait plusieurs haplotypes qui n'attaquent pas toutes les mêmes plantes. Il y a des haplotypes qui attaquent plutôt les carottes voilà, et d'autres qui attaquent plutôt les pommes de terre. Et donc en fait, l'haplotype
apiacé et lui présent sur le territoire, mais dans les essais qui ont été conduits dans le cadre du projet Carrizo, on a pu vérifier que cet haplotype ne s'était pas transmis aux cultures de pommes de terre voisines. Ce qui est quand même un point extrêmement important pour un ruth. Toujours dans le cadre des émergences, on peut se retrouver dans un autre type de configuration qui est la gestion de foyers occasionnaires. On a connu ça par le passé avec des cas de Rangstonia. Et dans ce cas-là, en fait, les actions ont surtout constitué à mettre en place des outils diagnostiques rapides et performants, et ensuite d'utiliser ces outils pour faire de la surveillance dans les sols et dans les eaux, qui sont en fait les réservoirs de l'inoculum primaire. Et donc, ça permet aussi ensuite d'orienter ou de piloter les méthodes de lutte obligatoire qui sont réglementairement décrétées pour limiter l'expansion de ce parasite quand des infections sont détectées. Et puis, on peut aussi parler des cas de gestion de population endémique. Et là encore, je vous renvoie à l'exposé d'Anne-Claire tout à l'heure, qui vous expliquera tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Sur le plan du diagnostic et de la taxonomie, on a parfois des surprises quand on fait de l'épidémiosurveillance, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on suit des choses qu'on n'avait pas correctement identifiées, et qu'on arrive parfois du coup à des conclusions qui ne sont pas biologiquement correctes. Karima va vous raconter tout ce qu'ils ont fait, en particulier pour essayer de débrouiller tout ce qui se passe sur les affections superficielles, donc je ne vais pas lui piquer son exposé. Et je vais vous parler de quelques résultats sur la jambe noire qui sont importants, puisque en fait, grâce à ces dispositifs d'épidémiosurveillance, et moi je parle sous le contrôle actif et vigilant de Valérie qui est présente dans la salle, en fait, ces travaux ont permis de montrer qu'à l'intérieur de cet ensemble de bactéries qui causent la jambe noire, il y avait un groupe qu'on appelait auparavant Pectobacterium carotovorum, qui était en fait un ensemble de sans doute une quinzaine ou une vingtaine d'espèces différentes, qui n'ont pas toutes la même biologie, qui n'ont pas toutes la même écologie, et qu'il est important de décrire correctement et d'identifier correctement. Donc en fait, ce travail-là amène ensuite à des conséquences extrêmement pratiques, hein, c'est-à-dire que si on évalue des ressources génétiques vis-à-vis de ces différentes espèces de bactéries, ben on s'aperçoit qu'en fait les résistances ne sont pas les mêmes. Et les variétés n'ont pas forcément une résistance au même groupe ou ensemble de bactéries. Donc là aussi, en termes de déploiement variétal dans le futur, c'est extrêmement important de savoir à qui on a affaire, parce que si on ne connaît pas bien son ennemi, c'est un peu difficile de le gérer. Un petit dernier pour la route, sur le typage des populations. Donc, je vais vous parler de mon parasite favori, parce que ça fait quand même quelques années que je sévis dessus. C'est un cas du mildiou. Donc, en fait, vous savez qu'en France, on a des structures de population qui sont assez compliquées, qui évoluent assez rapidement, et qui sont constituées en fait de groupes clonaux. Donc chaque couleur sur le camembert représente un groupe génétique différent du parasite. Vous voyez donc, vous avez ici deux cartes qui donnent la répartition en 2018 et en 2019. Vous voyez que ça bouge quand même pas mal, hein, la répartition des camemberts est pas tout à fait la même. Et surtout, quand on complète cette identification génétique par une identification pathologique, on s'aperçoit par exemple que le groupe qui est en rose, là, qui s'appelle 6A1, ce sont des souches qui sont fortement agressives, que celles qui sont en bleu foncé, qui sont les 13A2, elles sont multivirulentes, donc capables de surmonter beaucoup de gènes de résistance, et elles sont aussi résistantes au phénylamide, et puis que celles qui sont en vert, elles sont résistantes au fluazinam. Et donc, si vous avez l'information sur quels sont les types de souches qui sont présents dans votre environnement, eh bien, vous pouvez orienter votre choix variétal, ou vous pouvez aussi orienter votre choix de matière active. Donc ça, c'est des éléments
qui ressortent dans l'épidémiosurveillance et qui permettent d'orienter directement un week. Alors, dernière petite diapo donc, pour vous dire que l'épidémiosurveillance, c'est un travail de longue haleine. Donc vous avez vu que déjà, le déroulement d'une action entre les observations de terrain jusqu'à la transmission de l'information, c'est une succession d'étapes qui se fait dans le temps. Et il y aura, je crois, une petite vidéo juste à la fin de mon intervention pour vous montrer un petit peu comment ça se passe concrètement sur le terrain. Mais c'est aussi des actions qui n'ont de sens que dans la durée. C'est-à-dire le fait d'avoir une photo de temps en temps, c'est pas pareil que de voir tout le film. Et donc ça demande un travail en réseau avec une organisation des acteurs, que ce soit des acteurs de la recherche et du développement, des filières professionnelles, des industries, de la formation. Et donc, en fait, il y a un réseau qui s'appelle le Réseau français pour la santé végétale qui permet d'organiser, de fédérer un peu tous ces types d'acteurs. La question de ces réseaux, c'est la pérennité de leur financement. Et on a pas mal d'inquiétudes en ce moment de ce point de vue-là, parce que c'est de plus en plus difficile de faire financer ces actions d'épidémiosurveillance. Il semble que les financeurs trouvent que c'est un peu toujours la même chose et que donc c'est pas la peine de donner des sous tous les ans pour le faire, alors que quand on voit les résultats, ben, on s'aperçoit que c'est quand même essentiel à la prophylaxie. Et puis d'autre part, il y a des enjeux autour des bases de données dans la science ouverte, dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément faciles à gérer, puisque chacun des acteurs a aussi envie d'être un peu propriétaire des données qu'il génère.